Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Ça fait en fait un petit moment que j'ai pas tourné de podcast classique, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et ça va être un épisode assez texturé et assez flashy, mis à part la première chose. On va passer très vite sur des trucs qui font un petit peu mal aux yeux, donc j'espère que vous avez des lunettes de soleil. Mais voilà, petit avertissement colorimétrique. Je vais commencer, vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mais aussi de Patreon et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès à du contenu en coulisses. Je commence par ce que je porte qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier. Il s'agit du pull Oleander qui est un sacré morceau qui va être un petit peu difficile à vous montrer vu que je suis un peu trop près. Voilà. Mais c'est donc un pull tout en dentelle qui se tricote de bas en haut. Donc on peut commencer soit tout de suite sur la dentelle, soit vous avez une option pour rajouter des côtes torse qui ensuite se fondent dans la dentelle. Au moment du test, pas mal de testeurs voulaient faire des côtes plutôt que d'avoir le bord festonné. Donc c'est une option que j'ai rajoutée grâce aux testeuses. Et voilà, donc vous tricotez le corps en rond. Vous avez sur le côté un petit peu de côte torse qui sépare en fait le devant et le dos. Une fois arrivé aux emmanchures, vous tricotez à plat et vous avez donc un col V sur le devant. Puis vous tricotez pareil le dos hop jusqu'aux épaules. Les épaules sont formées par des rangs raccourcis où on arrête la dentelle. Voilà, pour pas avoir à faire des rangs raccourcis dans la dentelle. Ensuite, on relève les mailles autour des manches et on les tricote en rond jusqu'en bas. Elles sont droites, sans diminution, juste avant la fin où vous resserrez rapidement le poignet. Et on finit en côte torse, puis vous relevez les mailles autour du col V et vous faites le col V en côte torse avec une double diminution centrale ici pour marquer la pointe du V. Et voilà, donc j'ai pas eu l'occasion de le porter encore, donc il y a encore des petits plis de blocage, mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc c'est un pull léger, tout aérien, qui se tricote en fingering. J'ai utilisé de la Ecopuno de Lana Grossa. Je remets... Hop, voilà. J'ai utilisé la Ecopuno de Lana Grossa, qui est un mélange coton, alpaga et mérino, que vous trouvez sur le site de Lana Grossa ou Filati. Et ma foi j'aime beaucoup. Ma foi j'aime beaucoup, c'est extrêmement doux. C'est un des fils les plus doux que j'ai pu toucher. Et en fait vous avez, c'est assez léger parce que c'est principalement du coton, il y a 74% de coton. C'est assez léger, mais vous avez un petit halo, un petit effet dufteux qui est très très joli, qui n'empêche pas d'avoir une belle définition. Vous voyez les mailles torse quand même très très nettes. Mais ça fait un petit effet légèrement flouté, assez facilement sans avoir par exemple à tenir des fils en double de mohair, etc. Là on est sur un fil fin vraiment, et on a quand même ce joli effet. Et je vous conseille le fil vraiment. Si jamais vous aimez les fils fins avec un petit halo, mais qui reste quand même très très doux, avec la majorité de coton, je pense que ça peut être un fil polyvalent qui va plaire à pas mal de monde parce qu'il tiendra pas forcément très chaud. Alors là, il fait 40 degrés, mais c'est vraiment un fil qui est chouette, qui a une superbe palette de couleurs en plus qui est disponible et qui est pas si cher que ça.
puisque vous avez pas mal de métrage. Alors il est classé en sport quand on regarde sur Ravelry, mais moi j'ai dû tricoter un échantillon plutôt de fingering, mais je pense que si vous aimez les rendus un petit peu plus déjaugés, il peut se tricoter en sport. Vous avez quand même pas mal de métrage par pelote. Donc voilà, c'est un fil que je vous conseille. Je suis assez curieuse de voir comment il va vieillir, mais ma foi, je le trouve très très chouette. Il n'y a pas beaucoup de poils non plus, donc je pense pas que ça bouloche énormément à voir. Sur ce coloris-ci, donc un beige clair, vous avez des petits effets chinés parfois. Voilà. Mais c'est un projet qui fonctionnera avec tout type de fil fingering, que ce soit du pur mérino, que ce soit des mélanges avec du coton. La biobalance par exemple est une bonne idée. Si vous voulez rester sur quelque chose de léger, de mi-saison, je vous déconseillerais juste les fils qui ont un petit peu trop de drapés, qui sont un peu trop mous. Donc les mélanges qui sont principalement d'alpaga ou qui auraient peut-être trop de soie, parce que en fait vous allez avoir un effet où la dentelle va vraiment tomber, ça va être tout mou et ça va pas avoir le côté aérien qu'il vous faut un petit peu garder pour avoir quelque chose qui ne fasse pas que tomber. Voilà. C'est un pull qui se porte avec pas mal d'aisance, vous voyez, après c'est facilement adaptable. En termes de longueur, donc si vous faites des côtes torse, ça va être plus facile de gérer la hauteur pour vous, parce que le modèle est entièrement présenté sous forme de diagramme. Donc ça veut dire que vous êtes un petit peu dépendant de la hauteur de chaque répétition. J'ai fait ce choix parce que du coup ça en fait un modèle qui est plutôt simple à tricoter. Ça vous demande de l'attention, de suivre la grille, mais vous n'avez absolument pas à réfléchir. J'avais pas envie que ce soit un modèle où où il faudrait interpréter soi-même, ici notamment sur le col V, les diminutions et la dentelle, est-ce que je fais le jeté, est-ce que je fais pas le jeté, etc. Non, j'avais envie que ce soit pas prise de tête et ça vous demande juste de suivre la grille. Et ça en fait du coup un pull tout en dentelle, mais plutôt accessible. Si vous avez déjà fait un petit peu de dentelle et que vous êtes familier de la lecture de diagrammes, ça devrait absolument pas vous poser de problème. La plupart de mes testeurs étaient surpris de la facilité de tricot. Voilà, ça demande de lire le diagramme, mais vous n'avez pas à réfléchir. C'était assez important pour moi de proposer un modèle qui soit un peu mais qui n'ait pas de difficulté particulière, puisque sur la dentelle, vous avez donc des points extrêmement basiques, c'est juste des mailles torse, des mailles envers, des jetés et des diminutions à droite et à gauche. Et c'est tout, il n'y a pas de points farfelus, etc. Le petit truc qui peut être un petit peu difficile si vous ne l'avez jamais fait, c'est que sur le haut du corps, au moment où vous tricotez la plat, vous avez une petite zone. Alors il faut que j'arrive à retrouver exactement, je crois que c'est ici. Voilà, où vous tricotez la dentelle sur l'envers, mais donc ça reste des jetés et des diminutions, et en fait vous voyez ce sont ces lignes là, donc ça représente 4 rangs en fait, et c'est assez intuitif puisque vous voyez où est votre jeté, vous savez que vous devez le décaler à chaque fois. Donc c'est un modèle qui est un peu long à tricoter, mais qui n'est pas particulièrement difficile. Et c'est facile de se repérer avec les lignes de mailles envers ici. Et donc vous avez tout qui est en diagramme, chaque partie du haut, chaque devant avec les diminutions pour chaque taille, etc. Si vous êtes quelqu'un qui imprimez les patrons, n'imprimez pas tout, parce qu'il y a des pages qui ne vous concerneront pas. Vous avez dans le patron la liste des diagrammes avec les pages respectives, voilà, qui vous permet de choisir les pages qui vous correspondent. Mais voilà, ça veut dire que il va falloir faire un petit peu attention à votre échantillon et que vous devez respecter ce que vous dit le patron en termes de nombre de rangs. Maintenant, si vous êtes plus expérimenté en dentelle, c'est extrêmement facile non mais c'est assez facile d'adapter. Donc si vous savez que vous êtes un petit peu plus à l'aise et que vous n'avez pas du tout le bon échantillon en rang, notamment pour la hauteur ici d'emmanchure et de profondeur du col V, vous pourrez adapter facilement, c'est assez intuitif. Je pourrais vous donner plus de détails si vous avez besoin d'être guidé
Il suffira de m'envoyer exactement quel échantillon en rang vous avez, quelle taille vous faites, etc. Et je pourrais vous guider, mais voilà, c'est un peu les deux chemins à prendre. Soit vous voulez pas vous prendre la tête et vous suivez le patron tel quel, même si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, ça reste un pull qui a quand même pas mal d'aisance, qui est assez aérien, et vu la dentelle, ça vous permet en fait de rattraper un petit peu les différences de mesure au blocage. Vous pouvez tricoter les côtes plus ou moins hautes si vous voulez pas refermer le V autant que moi. Si vous voulez que ce soit plus décolleté, vous pouvez tricoter des côtes plus fines. En relevant les mailles pour les manches, ça rattrapera aussi un petit peu l'emmanchure si jamais vous n'êtes pas sur la bonne mesure. Et l'autre option, c'est si vous êtes plus à l'aise en dentelle, vous pouvez tout à fait ajuster comme bon vous semble. Voilà, un petit peu en termes de niveau. Mais voilà, si vous avez envie de le faire mais que vous avez un petit peu peur, voilà, n'hésitez pas forcément parce qu'il est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Vous avez la ligne de côte-torse qui continue ici. Voilà, sous la manche. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est de savoir lire les diagrammes, puisque vous n'avez pas d'instruction écrite pour la dentelle sur ce modèle, puisque voilà, vous avez à la place plein de diagrammes pour chaque partie du corps. Voilà, n'ayez pas peur quand vous ouvrez le patron, il fait une 30aine de pages, mais voilà, comme je vous le dis, n'imprimez pas. De manière générale, vérifiez quand vous voulez imprimer des patrons, vérifiez bien ce que vous imprimez. Hein. J'ai souvent des gens qui sont un peu perturbés parce qu'ils impriment tout d'un coup, mais il faut pas faire ça. Voilà. Vous avez beaucoup de papier chez vous. Mais voilà. Petit aparté, des fois je comprends pas les gens. Voilà, faut pas imprimer sans vérifier ce qu'on imprime. Mais hop. Je pars un peu dans tous les sens. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast. Je suis encore moins capable que d'habitude de rester sur le sujet. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur Oleander. Vous reconnaîtrez peut-être la dentelle qui est la même dentelle que sur mon modèle Xiris, qui est un t-shirt col rond avec la dentelle qui est juste dans le dos. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même grille parce qu'il a fallu que je fasse les grilles différemment pour que ça aille sur la nouvelle construction et avec cette nouvelle gradation et ce nouvel échantillon. Mais voilà, j'aime beaucoup cette dentelle. C'est une dentelle que pas mal de designers utilisent en ce moment. C'est aussi la dentelle, enfin la base de la dentelle, disons, du modèle, comment ça s'appelle, Kutar de Sari Nordlund, sauf que c'est un motif de dentelle japonaise, donc, et sur petit secret de fabrication, le motif à la base a ici, hop, sur mes endroits en jersey, a une maille enroulée, en fait, que moi j'ai supprimé pour avoir quelque chose de plus simple et de plus plat. Et on garde un peu plus ces arches. Voilà. J'ai hâte de pouvoir le porter. Ce sera pas tout de suite. Mais je sais pas si chaud que ça, c'est marrant. Hein. Je suis assez curieuse justement de voir à quel point ce fil va me tenir chaud parce qu'il est un peu poilu et souvent les fils poilus, moi c'est vraiment hors de question. Assez vite. Là, j'ai pas trop de problème alors qu'il fait quand même bien à l'intérieur. Il fait déjà 27 dedans là. J'ai passé 3 semaines chez mes parents pour garder les chiens, mes parents qui ont une climatisation, et j'ai pas eu besoin de la climatisation puisqu'il faisait 32 maximum, donc pas besoin de la clim pour ça. Évidemment, de retour chez moi où il n'y a pas de clim, et ben là il fait 40, donc c'est super. Mais voilà, je pense que ça va être hyper sympa fin de l'été, début automne, et voilà, encore une fois, je conseille le fibre. Vraiment, si le mélange de fibres vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Il y a des coloris qui sont vraiment très péchus aussi. Et c'est plutôt sympa. Donc s'il vous plaît, le modèle est disponible sur Ravelry et Payhip et vous avez une promotion pour la sortie sur Ravelry. Donc il y a moins 15% avec le code Oleander qui durera jusqu'à dimanche après la sortie. Petit rappel Payhip du coup, puisque je le fais pas systématiquement, mais il faudrait de temps en temps que je fasse une
piqûre de rappel, tous mes modèles sont aussi disponibles sur Payhip, qui est une boutique où je propose des prix plus accessibles. Donc les prix sont toujours en 20, entre 20, c'est 22,5% moins cher que sur Ravelry. C'est pour proposer tout simplement une alternative plus accessible aux gens qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens de payer des patrons au prix plein. Et vous avez la possibilité de modifier le prix. Si au contraire, vous avez les moyens et vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez modifier le prix pour le faire remonter. Mais voilà, je veux aussi vous préciser que si vous achetez des patrons via Payhip parce que vous avez besoin du prix plus accessible, mais que vous voudriez l'avoir sur votre bibliothèque Ravelry, il ne faut pas hésiter à me demander. Vous m'envoyez un message ou un mail, voilà, et je vous retrouve et je vous envoie le patron sur Ravelry aussi, puisque je sais que pas mal de gens aiment bien garder les patrons dans leur bibliothèque Ravelry, puisqu'elle est sauvegardée en ligne. Mais voilà. Un petit peu pour Oleander, qui je l'espère vous plaira. N'hésitez pas à regarder les versions test. Il y a un très joli panel de couleurs. Il y a une version vert forêt qui est superbe. Une version rose, justement. On va y venir. On va venir en rose. Qui m'a fait beaucoup plaisir en la voyant. Et voilà. Je vais passer à la suite. J'ai un projet fini à vous montrer, qui est une paire de chaussettes que je vous avais montré en cours. Et alors c'est là qu'il faut mettre les lunettes de soleil. Voilà. Ça assez bien ensemble, c'est sympa. C'est un de mes anciens modèles. J'avais envie de retricoter une version. Il s'agit des chaussettes vitrail. Donc qui est une paire de chaussettes qui se tricote des côtes vers la pointe, comme tous mes modèles de chaussettes, avec ce panneau texturé devant, qui lui pour le coup est un peu plus compliqué à tricoter, mais comme on est sur des chaussettes, c'est un bon moyen d'appréhender ces différentes techniques. Vous avez cette fausse torsade ici avec un jeté, puis des vraies torsades qui sont des torsades qui se font sur 5 mailles, donc qui sont un petit peu particulières. C'est un coup de main à prendre avec des côtes torse. Mais ça fait un très joli panneau texturé que j'aime beaucoup, qui est le même panneau texturé qui est en partie sur un autre de mes modèles, le gilet Nynaeve, sauf qu'il y en a que 3. Il est plus court, plus étroit. Là, il occupe tout le devant de la chaussette. Et c'est un modèle de chaussette que j'ai sorti il y a quelques années, qui était dans un magazine à la base, et j'avais très envie de me refaire une version, puisque j'ai envie de renouveler un petit peu mon tiroir à chaussettes. Et j'ai utilisé la Arwetta de fil Colonna, qui est un fil que j'aime beaucoup, mérino nylon, qui est très doux, qui a une superbe définition. Et c'est le coloris qui parfois est appelé hibiscus, qui est 371, si je me trompe pas. Et qui est un très joli rose, vraiment... Alors il y a plusieurs roses un peu flashy dans cette gamme. Celui-ci, il est plus fuchsia, magenta, un peu plus chaud. Il n'est pas vraiment néon, il y a un autre rose qui est plus néon-néon. Là, il ressort un peu plus clair que ce qu'il ne l'est réellement. What are you doing? Cracks. Oh. Mon compagnon qui descend les escaliers et sa cheville, quand il marche, parfois ça fait clac, clac, clac. Et donc il marchait de manière très bizarre pour pas que ça fasse clac, 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 pour pas que vous l'entendiez. Du coup, ça fait une plus grosse interruption parce qu'il avait l'air vraiment de souffrir. Voilà. Bref. 371. Et je suis très contente de les avoir finis. C'est un patron de chaussettes qui a un nombre de mailles. Je pense que ça va, je pense qu'il est toujours en vie. On verra après. Qui a un nombre de mailles plus grand que d'habitude parce que c'est un motif qui resserre beaucoup la chaussette. Mais voilà, je suis très contente de ma nouvelle paire que je porterai avec plaisir cet automne et cet hiver. Mes encours, j'ai 2 encours à vous montrer. On fait une pause dans le rose et je vais vous montrer quelque chose qui me trotte en tête depuis très longtemps, qui est une housse de coussin. J'ai très envie de faire plein de tricots et de crochets
Pour la maison, des couvertures, j'ai 15 000 idées de couvertures, je ne veux faire que des couvertures, mais je me suis lancée un peu trop de projets en même temps là, donc j'essaie de les terminer avant de me lancer de continuer ma couverture qui est déjà en cours et de peut-être d'en commencer d'autres. Et il y avait aussi quelques projets déco, mais j'avais très envie de faire des housses de coussins. Alors je vous montre le côté avec la délimitation, donc c'est pas joli ça, vrai. Bref, voilà. Hop. Et voilà, donc l'idée c'est de faire un modèle de housse de coussin. Il y aura deux versions, il y aura une version carrée et une version rectangulaire qui devrait correspondre à une forme de coussin de 50 par 50 cm ou 50 par 30 cm. J'ai juste vu que c'était à peu près la majorité des coussins, donc j'ai choisi de faire comme ça. Donc ma première version c'est celle-ci, c'est celle qui sera pour un coussin carré. Et j'utilise en fait un point qui fait un effet un petit peu tweed, qui est tout bête à tricoter. C'est des mailles glissées et des mailles envers. C'est une répétition de 2 mailles, donc c'est vraiment très intuitif. C'est principalement... il y a pas mal de rangs en fait qui sont juste des rangs tout à l'endroit ou tout à l'envers. C'est très simple et en fait c'est l'alternance des couleurs qui donne cet effet un peu de pointillé de couleurs. Et c'est un point que j'aime beaucoup ces effets un peu tweed, il y a pas mal de points comme ça qu'on peut travailler en jouant avec des mailles glissées et des couleurs et ça fait cet effet un petit peu comme ça. Mais je trouve que c'est quand même assez chargé et donc j'ai pas encore trouvé la bonne manière de l'utiliser peut-être sur un vêtement, mais en housse de coussin je trouve que c'est assez sympa. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, je me suis dit que pour une housse de coussin c'était assez sympa. Et donc comment est-ce que je fais mon histoire? Je la tricote en rond tout simplement, j'ai fait un montage provisoire que je viendrai refermer à la fin avec un rabat à 3 aiguilles. Je laisserai la couture du rabat à 3 aiguilles apparente parce que je trouve que ça fera une finition, une tresse propre en haut et en bas du coussin, ça devrait être plutôt sympa. Et donc je tricote en rond, en rond, en rond, et ensuite je refermerai les deux extrémités et je vais essayer de faire une ouverture sur l'arrière pour en fait avoir un rabat pour pouvoir enlever la housse et la laver. Je trouve que ce serait assez intéressant de pouvoir faire ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire comme si vous avez déjà fait des moufles convertibles. Souvent, ce qu'on vous fait faire, c'est vous tricoter votre moufle et ensuite vous venez hop, ouvrir du côté de la paume et tricoter des côtes pour faire vos rabats, etc. Petite manipulation à faire. Je pense reproduire ça. Du coup, donc là vous avez le début du rang, vous voyez qu'il y a un petit décalage puisque comme je tricote en rond, le motif est un petit peu décalé. Du coup, je pense mettre mon ouverture ici et tricoter des rabats en côte. On pourra mettre un zip aussi assez facilement si jamais vous préférez mettre un zip. Une fermeture éclair. Je cherchais le vrai mot. Mais voilà, ça c'est l'idée. Je pense que je suis à peu près à l'endroit où je voudrais placer... je vais placer un fil contrastant pour pouvoir ensuite ouvrir du coup ma housse de coussin. Donc je pense que je suis à peu près à la moitié. Voilà, ma question c'était, comme c'est la première fois que je fais des housses de coussin, je ne savais pas tellement à quel point elle devait être plus petite que la forme que j'ai prévu de mettre à l'intérieur. Puisque faut que ce soit quand même un peu tendu pour pas que ce soit lâche, faut pas qu'il y ait trop de matière, mais il faut pas non plus que ce soit trop petit. J'ai eu un peu de mal à trouver le bon ratio d'aisance négative du coup. Je pense que là c'est pas trop mal. Normalement ma housse fait 15 cm de moins en largeur que la forme et je pense la mettre 2 cm de moins en hauteur. En fait c'est un petit peu piégeux parce que quand on vous donne les formes des coussins, on vous met un carré plat, sauf que le coussin a une profondeur. Donc il faut aussi que je compense avec ça. En fait, j'ai deux trucs à compenser. J'ai d'une part
le fait que mon tricot doit être à peu près tendu sur la housse, donc il faut qu'il soit plus petit que la housse. Et la deuxième chose, c'est que la mesure de la housse, il faut que je prenne en compte que c'est pas la vraie mesure, dans le sens où il y a une circonférence et c'est pas juste un carré plat. Donc j'espère ne pas être trop à l'ouest. Je pourrais être intelligente, mettre ça sur une plus grande aiguille, essayer sur ma forme de coussin. Je pense faire ça une fois que j'aurai atteint la moitié pour avoir une bonne idée de la taille. Comme souvent en tricot, on peut jouer aussi est-ce que j'étire en longueur ou est-ce que j'étire en largeur. Voilà, un peu les deux possibilités. Donc je vous montre l'envers parce que l'envers est sympa aussi. Voilà. Je tricote celle-ci, cette première housse, avec de la Woolbutt, donc qui est une marque allemande. Enfin, je crois. Peut-être que c'est autrichien, peut-être que je ne sais pas. Je sais pas. Il vous paraît allemand ou autrichien ce truc. Bref, c'est filé en Roumanie de toute façon, donc on s'en moque. DE, donc Allemagne. Et c'est un mélange laine et acrylique. C'est la Primo Cassia. Donc c'est 50% laine, 50% acrylique. Donc pour un coussin, c'était pas trop mal. J'ai choisi ces trois couleurs. Un peu au hasard, honnêtement, parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Je les ai achetées sur le site de Butinette. Il n'y a pas trop de choix de couleurs et j'ai un peu... Je me dis, allez, c'est bon, on va prendre ça un peu au hasard, on verra ce que ça donne. Et finalement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je pense que le fait d'avoir une base neutre avec un coloris clair, un coloris plus foncé, puis d'avoir un ajout de couleur un petit peu plus péchu, c'est pas mal comme règle de base pour avoir un trio de couleurs qui rentre pas trop mal. Et écoutez, c'est assez agréable à tricoter. Elle n'a pas cet effet, parfois les acryliques, quand on les tricote, elles ont un côté un peu plastique qui crisse, vous savez. Alors là, il y a quand même 50% de laine, donc déjà ça aide, mais du coup, il n'y a pas du tout cet effet-là. Et elle est vraiment très très douce, elle est très rebondie. Elle est assez dense par contre. Moi, elle me tiendrait un peu trop chaud. C'est un peu le problème que j'ai avec l'acrylique. Bon, j'aime pas spécialement porter de l'acrylique. Sur moi, c'est pour ça que je garde l'acrylique pour des trucs pour la maison, etc. Parce que c'est pas très respirant. Et du coup, n'étant pas quelqu'un de spécialement frileux, c'est un petit peu compliqué pour moi de porter une matière qui est un peu étouffante comme ça. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de très défini. Je tricote assez serré, c'est un fil d'épaisseur type hareng, DK hareng, et je suis descendue en 3,75 mm, je ne sais plus exactement quel échantillon j'ai, je crois que j'ai 23, quelque chose comme ça, ou 26, je ne sais plus. Je crois que je voulais avoir 23 au début, puis que je me suis rendu compte que c'était trop lâche, et du coup c'est plutôt 26. Ça fait un moment que j'ai pas tricoté ce projet, puisque je me suis lancée sur d'autres trucs. Donc il va être un petit peu en pause. J'aimerais bien sortir le modèle cet hiver. On verra. Mais ça, donc, ce sera ma version carrée. Et je voulais vous montrer juste les fils que j'ai prévus pour la version rectangulaire. C'est un fil un petit peu différent, de même épaisseur, mais... Hop, bon, tant pis, hop, voilà. On met le bazar. Voilà. Ce sera ces trois couleurs-ci, plus automnale du coup. Et ça, c'est la Landlust Alpaca Merino 100, qui est aussi un fil qu'on trouve aussi sur le site de Filati Lana Grossa, comme la Eco Puno. Et j'adore ce fil, c'est un mélange d'alpaga et de mérino. C'est, alors l'autre c'est 50-50, mais celui-ci aussi c'est 50-50, voilà. Je dis l'autre parce qu'il y a deux versions en fait. Donc celle-ci c'est la 100, parce qu'il y a 100 mètres aux 50 grammes. Et il y a une version plutôt sport DK
qui a 160 mètres au 50 grammes et j'adore ce fil. Les mélanges laine alpaga, mérino alpaga, c'est vraiment... Enfin, laine de mouton alpaga, c'est vraiment mon mélange préféré. J'aime beaucoup la polyvalence que ça apporte en termes d'échantillons parce que vous avez le gonflant, le drapé de l'alpaga et en même temps l'élasticité, la mémoire de la laine de mouton qui fait que ça peut se tricoter à plein d'échantillons différents et donc notamment la version sport qui a 160 mètres pour 50 grammes, on la tricote à un échantillon de DK sans problème en ayant besoin d'acheter moins de pelotes. Et donc là j'ai plein de quantités pulls, quelques quantités pulls de la version sport DK. Et là j'avais envie de tester la version donc plutôt worsted avec 100 mètres pour 50 grammes pour faire ce coussin. J'aime beaucoup ces 3 coloris, j'ai un peu peur de réussir à avoir le bon échantillon et du niveau de détente parce que comme il y a quand même 50% d'alpaga, je me dis est-ce que ça va pas trop se détendre pour une housse de coussin. Je devrais peut-être la tricoter plus serrée. Je verrai ce que ça donne au moment de faire mon deuxième prototype. Je sais pas non plus. Il y a de très belles gammes de couleurs sur ce fil-ci, par contre, là il y a beaucoup de choix et du coup un peu moins sur la version épaisse que sur la version plus fine. Mais donc là j'ai aucune excuse en fait. Je trouve que c'est pas si mal. Si. Pour ceux qui, peut-être c'est votre premier podcast, si c'est le cas, bravo d'avoir tenu jusqu'ici, mais je suis pas quelqu'un qui soit très doué, je trouve, pour associer les couleurs. Et je suis toujours un petit peu perplexe. Dès que je dois associer plus de 2 couleurs, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est un des 1000 en cours que je suis en train de tricoter tout en même temps. Parce que j'ai très mal géré mon temps cet été. Et j'ai un dernier projet à vous montrer qui est aussi en design, ça va être le podcast 100% design. Tant pis. C'est un nouveau modèle et alors c'est encore rose, donc attention, voilà. C'est un nouveau modèle de gilet. C'est, hop, ça va être un gilet relativement simple. Je dis ça, vous savez très bien ce que ça veut dire pour moi. Simple, ça veut dire qu'il y a, au lieu d'avoir de la dentelle absolument partout, il y en a juste à certains endroits. Voilà. Pour moi, ça c'est mon minimalisme à moi. Voilà. Donc ça va être un gilet avec un col V. Donc c'est compliqué parce que c'est sur les aiguilles. Donc avec un col V, hop, à épaules tombantes. Et vous avez, j'ai fait une manche, ce qui me permet de vous montrer, hop, ce détail qui est un peu comme sur les chaussettes que je vous ai montré, les fausses torsades avec des jetés en panneau et mis en quinconce. Ça fait un faux panneau de torsade en fait, mais c'est bien des jetés, vous voyez, c'est transparent. Et donc c'est une manche un peu ballon, mais j'avais pas trop envie que ce soit super large au poignet. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti quelques diminutions ici en haut pour bien faire tomber la manche. Et ensuite vous avez encore plus de diminutions au poignet pour finir sur des côtes 1-1. Et voilà. Donc ça va être un projet relativement simple. Il y aura un rappel de cette dentelle, une fine bande en bas du corps et ensuite la bande de côte. J'ai prévu d'essayer de faire une patte de boutonnage en jersey double en minimisant le plus possible, je sais pas parler aujourd'hui, hein, vous avez remarqué je pense, j'articule pas très bien, en minimisant le plus possible les fils à rentrer, ce qui est un peu pénible quand on fait des pattes de boutonnage en jersey double, c'est que il faut qu'on relève les mailles autour du coup des devants, etc. Et ensuite on tricote comme ça, hop, 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 à chaque fois en perpendiculaire, pas en parallèle justement, péremptoire, en hop,
Et à chaque fois, on attrape une des mailles. Imaginez que là, j'ai relevé plein de mailles et je tricoterai en fait comme ça. Hop, hop, hop. Et à chaque fois que j'arrive du côté du gilet, j'accrocherai ma patte de boutonnage au gilet en utilisant les mailles que j'aurai relevées. Le problème, c'est qu'au moment de faire des boutons, etc., dans quel sens est-ce qu'on fait la patte de boutonnage? Parfois, ça nous oblige à avoir 15 000 bouts de fil, à remettre le fil à un autre endroit parce qu'on a relevé les mailles dans l'autre sens. Et je pense avoir trouvé une façon de faire qui me permettrait de pas trop couper le fil. Je verrai. Je suis pas quelqu'un qui se particulièrement agacé par le fait de devoir rentrer les fils. Enfin, souvent je prévois des modèles où il y a quand même pas mal d'utilisation de couleurs, il faut couper, etc. Des trucs en antarcia, etc. Donc en vrai ça me dérange pas tant que ça. Mais là j'avais juste envie. En imaginant du coup cette patte de boutonnage, je me suis dit mais en fait j'ai pas... Pourquoi est-ce que je couperais le fil là? Pourquoi est-ce que je ferais... Et voilà. Et ça m'a un peu... donné envie d'essayer de pas avoir à le faire. Donc on verra si mon idée fonctionne. Mais pour l'instant je suis sur le corps, j'ai presque fini je pense le corps en jersey. Je pense que je vais faire ma dentelle incessamment sous peu. Mais voilà un peu la bête. Alors, petit aparté, partenariat avec Apollonie, que vous connaissez peut-être, qui m'a contacté il y a quelques temps pour savoir si je voulais être ambassadrice pour un temps de ces marqueurs fleurs. Donc j'ai accepté, parce que j'aime beaucoup ce que fait Apollonie. Ça fait un moment que j'ai un de ses contrans, j'ai acheté quelques-uns de ses marqueurs il y a quelques années mais que je n'ai pas gardé en fait, c'est pour faire des cadeaux parce que je trouve que ça fait des jolis cadeaux pour des tricoteurs, les jolis marqueurs comme ça. Mais en fait moi personnellement, à part son contrant, je n'avais pas eu l'occasion de m'acheter moi-même ces marqueurs. Donc quand elle m'a proposé de collaborer, j'étais très contente. Et vous avez donc un petit code promo. C'est le code YARNFLEX qui vous donne moins 10% sur votre commande sur le site d'Apollonie. Donc si vous ne connaissez pas Julie, ce qu'elle fait, c'est une marque d'accessoires en fait pour tricoteurs. Donc elle crée des marqueurs, elle crée des sacs à projet, elle crée toutes sortes d'accessoires, des bloqueurs, de chaussettes, etc. Et elle a un système d'abonnement mensuel pour ses marqueurs fleurs. Donc tous les mois, on a une fleur et elle dessine elle-même et elle fait créer un marqueur avec la fleur en question. Donc ça c'est le marqueur de juillet, donc c'était la glycine. C'est le premier marqueur que j'ai reçu. Je dis que ça tombait très très bien parce que j'aime beaucoup les glycines. Je sais que c'est apparemment un calvaire à entretenir, donc j'en ai jamais eu, même si j'aime beaucoup. À chaque fois que j'ai évoqué l'idée d'avoir des glycines quand j'étais jeune, mes parents étaient là, non, jamais de la vie. Mais voilà, peut-être que quand j'aurai ma propre maison, je me ferai mon propre avis et je regretterai très certainement. Mais pour l'instant, j'en profite en marqueur. Donc elle propose des marqueurs sous différentes formes. Vous avez des marqueurs classiques qui se mettent du coup sur les aiguilles. Vous avez ce que j'ai ici, donc qui est un marqueur de progrès, qui est un anneau que vous pouvez passer sur les aiguilles. Qui s'ouvre. Voilà, donc c'est un anneau qui s'ouvre comme ceci, qui se clipse facilement. Voilà. Et elle propose ses contrans du coup, elle propose des lots qu'elle appelle bouquets avec différents marqueurs. Et donc c'est soit un système d'abonnement, donc vous précommandez en fait les marqueurs et vous pouvez vous abonner pour un certain nombre de mois et vous recevrez chaque mois un marqueur en fonction du lot que vous avez choisi. Ou vous pouvez attendre qu'elle les mette en ligne. Quelques mois après les précommandes, elle met les derniers types de marqueurs en ligne et elle a prévu de mettre les marqueurs de cet été en ligne bientôt pour la rentrée. Elle aura une mise à jour avec également des sacs à projet, etc. si jamais vous avez envie de jeter un œil. Le code promo donc qui vous donne moins 10%, si vous l'utilisez pour les abonnements, ce sera seulement sur le premier paiement.
Et toute transparence, c'est un lien de partenariat. Donc si vous commandez avec ce lien, ça change pas le prix pour vous, mais du coup, Julie me reversera 10% de votre commande ensuite en contrepartie du partenariat. Je pense vous avoir tout dit sur les marqueurs. Revenons à mon truc qui fait mal aux yeux là, la laine, parce que je vous en ai même pas parlé. La laine. Et je vais avoir pas mal de choses à dire dessus parce que je suis un peu perplexe. C'est la Friends Extra Fine Merino, donc Merino Extra Fine de Hobby. Perplexe. C'est le fil le plus élastique que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si ça va bien forcément vous parler, mais c'est énorme l'élasticité du truc. C'est un fil qui a un métrage de sport qui, pour le coup, contrairement au mélange avec de l'alpaga dont je vous parlais avant, là il y a 160, je crois 160 ou 165 165, soyons généreux. 165 mètres au 50 grammes. Donc c'est un métrage de sport, mais non. Il faut pas la tricoter comme une sport. Il faut bien la tricoter à 26 mailles. Là j'ai 26 mailles sur 10 cm et je pense que c'est vraiment le minimum, que plus lâche, ça n'irait pas du tout. J'ai fait un échantillon un peu plus lâche auparavant qui était beaucoup trop déjaugé parce qu'en fait elle est super élastique mais elle n'est pas gonflante du tout et c'est très particulier. Ça c'est mon échantillon du coup qui est bloqué, donc ça c'est celui-ci à 26 mailles et vous voyez pour de la 26 mailles sur 10 cm, un fil qui est dense au point d'avoir 160 mètres au 50 grammes, je trouve que c'est pas hyper dense. Hein. Parce qu'en fait, elle gonfle pas. Elle gonfle pas du tout. Et c'est un peu bizarre. Donc c'est un fil qui est pas mal, qui est très rond, qui est très retordu, qui a, 4 brins eux-mêmes constitués de 2 brins. Donc c'est un fil qui a une belle définition. Un peu trop, du coup. Je trouve que ça marque pas mal les défauts. Voilà, et c'est pas... Je sais pas, c'est bizarre. Notamment si je vous montre mes rangs raccourcis sur les épaules. Alors, je suis pas quelqu'un qui suis très régulière. J'ai pas forcément une très belle tension. Mais quand même, à cet échantillon-ci, les rangs raccourcis, c'est rare qu'ils se voient autant. Hein. Vous voyez un peu les défauts, là. Je trouve qu'elle marque beaucoup les défauts. Et en fait, comme elle gonfle pas, voilà, elle prend pas forcément bien sa place. J'espère que ça va se lisser un peu au blocage, mais je compte pas trop dessus non plus. Un autre problème que j'ai, c'est qu'il y a pas mal de défauts de filage. Alors c'est normal que dans les fils industriels, il y ait quelques défauts, par exemple il y a des nœuds, etc. Moi ça me dérange pas, hein, parce que je préfère avoir des nœuds dans mes pelotes plutôt que qu'ils jettent et qu'ils gaspillent des bouts de fil. Parce que quand il y a des nœuds dans des pelotes, c'est parce que le fil a cassé et qu'ils ont fait un nœud pour continuer à faire la même pelote plutôt que de jeter une partie du fil qui n'était pas suffisant pour faire une pelote complète et qui s'est cassé. Moi je préfère ça, je veux pas qu'il gaspille. Par contre là c'est un défaut que je n'ai jamais vu sur un fil industriel, c'est qu'il y a parfois des brins qui ressortent. Quand vous retordez des brins de fil ensemble, donc vous filez chaque brin séparément, puis quand vous faites un fil avec plein de brins, vous refilez ces brins ensemble. Et quand vous refilez ces brins ensemble, et ben ces brins ils doivent tous avancer ensemble et se tordre les uns avec les autres. Sauf que si vous avez un des brins qui avance plus vite que l'autre, bah, parfois vous allez avoir un surplus d'un des brins par rapport à l'autre. Et ce brin-là, il va s'entortiller et faire comme une queue de cochon en fait. Il va s'entortiller, il va sortir. C'est quelque chose que si vous filez, ça arrive assez souvent quand on file, parce que voilà, le fait main, etc. Mais je n'avais jamais vu ça sur un fil industriel. Et bah, c'est pénible, parce que c'est très fréquent. C'est peut-être tous les 10 rangs que ça arrive. Vous voyez, il y en a un là, par exemple. Là. En fait, ça c'est un des brins. Vous voyez ? Il y avait trop de matière. C'est un des brins seulement. Donc il y en a un là,
il y en a un là, il y en a à peu près tous les 10 rangs, j'en ai. Il y en a un là, un autre là. Donc c'est très fréquent. Ça m'agace un petit peu. Parce que j'ai pas envie de couper le fil, parce que c'est juste un des brins, donc c'est un peu... du coup, ça fait que mon tricot... non seulement le fil marque pas mal les défauts, mais en plus, vu qu'il y a de temps en temps des petits bouts de brins qui sortent et qui sont plus entortillonnés, ça fait assez... Hein, il est là, il y en a un autre là, et celui-là, il faut que j'arrive à le mettre de l'autre côté. Bref. C'est pas très agréable. Ouais, celui-là est super long en plus. Voilà, après c'est les défauts comme ça de fabrication, c'est à mettre en relation avec le prix. Mais le problème c'est que là c'est pas si peu cher que ça. C'est une gamme de hobby qui est pas spécialement ridiculement basse en termes de prix comparé aux autres. Je crois qu'il est à 7 € la pelote de 50 grammes. Sauf que comme je vous l'ai dit, vous avez que 165 mètres pour 50 grammes, mais il faut que vous achetiez une quantité comme pour faire un pull fingering en fait. Donc il faut acheter plus de pelotes. Donc ça revient pas si peu cher que ça. Et du coup, voilà. Par rapport à d'autres fils du même type Merino Superwash Fingering, comme par exemple la Arwetta de Filcolana, je trouve qu'on n'est pas si gagnant que ça, et j'ai pas mal de défauts, et dans toutes les pelotes que j'ai tricotées. Après, j'ai peut-être eu un mauvais lot. Voilà. Je verrai comment la laine tient dans le temps, en fait. Je pense que ça va être un peu... Je suis un peu mitigée, parce que tout ce que je vous dis, j'ai l'air hyper négative, mais tout ce que je vous dis, c'est à contrebalancer avec le fait qu'elle est super douce. Elle a un joli drapé une fois bloqué. Et elle a une bonne définition. C'est un peu l'épée à double tranchant, ça. Donc, et il y a une jolie gamme de couleurs. Ça, c'est le coloris 47, qui pour le coup est bien un rose fuchsia, Barbie, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Je pense que ce qui va me décider, ça va être comment elle se comporte en la portant, en la lavant. Est-ce qu'elle va vieillir très mal? Est-ce qu'elle va me faire du feutrage? Est-ce qu'elle va s'amollir et se détendre de manière déraisonnable? Voilà, donc ça va être un peu le facteur décisif pour savoir si c'est un fil que je pourrais réutiliser. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais voilà, j'avais envie un peu de vous faire un aperçu de l'expérience tricot telle qu'elle est en ce moment, parce que voilà, je penche un peu plus vers le négatif quand même. Mais à voir. À voir. Ce sera un modèle qui sortira normalement en novembre, si j'y arrive. Je devrais lancer le test dans pas trop longtemps quand vous voyez ce podcast. Mais voilà. Alors, ce qui est terrible, c'est que dans mon échantillon, il n'y avait pas tellement de défauts que ça. Hein. J'ai peut-être un mauvais lot, je ne sais pas. Si vous avez tricoté ce fil, n'hésitez pas à me dire si ça vous est arrivé aussi d'avoir tous ces défauts de filage. Parce que je suis assez curieuse. Ça arrive souvent qu'il y ait des mauvais lots. Hein. Donc c'est pour ça que je ne rejette pas fermement le fil. Mais disons qu'il est sur la sellette. Voilà, il est sur la sellette. Et on verra une fois fini ce que ça donne. J'ai des boutons blancs, crème, que j'aimerais bien utiliser. Mais ça va dépendre de mon histoire de pâte de boutonnage. Est-ce que j'arrive à faire des boutonnières sans avoir à couper le fil? Et est-ce que j'arrive à les faire suffisamment grandes pour faire passer ces boutons qui sont quand même assez mastoc. Moi j'aime bien les gros boutons. Je suis pas du tout adepte des boutons proportionnels. Voilà un peu pour cet en cours. Et du coup c'est tout.
ce dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode, qui était un petit peu chaotique, mais belle fin d'été et je vous souhaite une belle soirée, après-midi, peu importe quand vous regardez cet épisode et je vous dis à bientôt.